Le fleuve Saint-Laurent est depuis toujours considéré comme un formidable garde-manger pour ses populations riveraines. Cependant, au fil du temps, certaines espèces qui peuplaient ces eaux ont décliné et l'industrie des pêches en a subi les contre-coups. À l'aube d'une ère de changement, les espèces qui prospèrent maintenant dans les eaux du fleuve doivent être étudiées afin d'éviter les erreurs du passé. Dominique Robert, professeur en écologie halieutique à l'ISMER, s'intéresse à ces espèces présentes dans le fleuve et dont la pêche représente un intérêt commercial. Je m'intéresse à l'écologie des poissons marins qui sont exploités commercialement. Et puis, je travaille sur toutes sortes d'espèces qu'on trouve dans les eaux du Saint-Laurent. La situation actuelle dans le golfe du Saint-Laurent, c'est qu'on est en plein changement de régime. Donc, on est passé d'un écosystème un peu plus froid à un écosystème qui se réchauffe, ce qui fait de sorte que là, il y a toutes sortes d'espèces qui émergent. Il y en a qu'on connaît bien, comme le homard, qui est en pleine expansion. Puis il y en a qu'on connaît beaucoup moins bien, comme le sébaste, qui est un poisson de fond, un poisson rouge, que les Québécois, de façon générale, ne connaissent pas bien. Donc, on est dans une période de transition, ce qui fait de sorte qu'il y a toutes sortes de questions qui se posent par rapport à la biologie de ces espèces-là. Puis, au final, comment on va réussir à les mettre en marché pour que les Québécois puissent en profiter, les manger, les avoir dans leur assiette. C'est pas simple quand on regarde la situation globalement, parce que le sébaste effectue un retour, mais ses stocks étaient complètement effondrés avant ce retour-là. C'est un poisson qui vit très vieux. Donc, avant qu'il ait une taille à laquelle on peut l'exploiter, ça prend plusieurs années. Ce qui fait de sorte que là, on voit tous ces petits poissons-là dans le milieu. Maintenant, ils atteignent la taille minimum à laquelle on peut la pêcher, mais c'est pas facile de redémarrer une industrie comme ça avec des poissons assez petits qui ne valent pas très cher sur le marché. Donc là, c'est pour ça que présentement, même si le sébaste, c'est l'espèce de poisson la plus abondante dans le golfe, bien, on ne le trouve pas encore dans notre assiette. La première chose, c'est de pouvoir mesurer l'abondance d'une façon correcte. Ça, c'est vraiment la base là, en gestion des pêches. Dans le cas du sébaste, on est chanceux parce que les relevés actuels permettent de faire ça. Donc, du point de vue de l'abondance, tout va bien, on va dire. Par contre, par rapport au rétablissement du stock puis à sa croissance fulgurante, bien, il y a plusieurs questions de recherche qui demeurent à être répondues. Premièrement, on ne comprend pas bien comment l'environnement a fait de sorte de favoriser cette espèce-là d'une façon très soudaine au début des années 2010. Donc ça, c'est une question de recherche. Maintenant que le sébaste devient très abondant dans le milieu, bien, il faut se pencher sur l'impact qu'il peut avoir sur les autres espèces, dont certaines sont exploitées et puis génèrent des revenus intéressants pour l'industrie des pêches. Et puis aussi, on comprend mal comment le sébaste se déplace dans le système. Donc, est-ce que d'une saison à l'autre, il se trouve au même endroit? Est-ce que son impact sur l'écosystème est le même? Donc ça, c'est toutes des questions auxquelles on essaie de répondre dans mon laboratoire avec la collaboration de Pêche et Océans Canada. Afin de mieux comprendre le cycle de vie des populations grandissantes de sébaste, le travail en laboratoire revêt une importance capitale pour l'équipe de Dominique. L'un des moyens pour obtenir des données probantes sur l'âge et la croissance des spécimens étudiés consiste à prélever et à analyser les otolithes des poissons. Signifiant pierre d'oreille, les otolithes contiennent de nombreuses informations permettant de mieux expliquer la résurgence du sébaste dans les eaux du Saint-Laurent. C'est des petites concrétions calcaires qu'on va retrouver donc dans l'oreille interne de tous ces poissons-là et qui ont des fonctions pour le poisson d'équilibre et d'audition, de perception de l'accélération. Puis même les hommes en ont des otolithes. Et voilà deux belles otolithes. Une paire de sagitta parfaitement symétriques. Alors la particularité des otolithes, c'est que ça va nous permettre d'obtenir des indices sur la vie du poisson. Notamment le premier indice, ça va être la croissance de notre individu. Si jamais on coupe notre otolithe en deux, ça fonctionne comme un arbre qui va pousser en formant des cernes sur ses troncs. C'est de la même façon, quand on coupe l'otolithe en deux, on a la formation de petits anneaux de croissance annuels, donc un anneau qui va se former par an. Puis lorsqu'on les compte, on va pouvoir avoir l'âge de l'individu. Puis lorsqu'on les mesure, quand on mesure la distance entre chacun de ces anneaux-là, on va pouvoir avoir accès à la croissance également de notre individu.
La seconde particularité des otolithes, c'est qu'ils vont intégrer en fait des éléments chimiques issus de l'eau environnante dans leur structure, qui vont rester inclus de façon permanente et nous apporter des informations sur les habitats que notre poisson a parcourus tout au long de sa vie. Évidemment, lorsqu'une espèce de poisson est en forte croissance, les répercussions sur le reste de l'écosystème doivent également être prises en compte pour élaborer de nouvelles politiques de pêche. En grandissant, le sébaste consomme de plus en plus de ressources telles que la crevette nordique, qui, elle, est très prisée des consommateurs. Ainsi, les données accumulées en laboratoire permettent d'estimer l'impact de ce nouveau prédateur sur les populations de crevettes du Golfe et de l'estuaire du Saint-Laurent. Pourquoi étudier le régime alimentaire du sébaste? C'est parce que c'est une espèce qui est aujourd'hui dominante dans le golfe du Saint-Laurent. Donc elle représente à peu près 90% de l'ensemble de la biomasse qu'on retrouve dans le fond du golfe. Et puis il y a des incertitudes autour de ça parce qu'une biomasse aussi importante, ça veut dire aussi un nouveau prédateur important dans le système. Et donc on a vraiment ce besoin de comprendre quelles sont les interactions que le sébaste joue avec les autres espèces dans le golfe. Et on s'intéresse notamment à qu'est-ce qu'il mange. Et les résultats indiquent que le sébaste va quand même avoir un impact sur différentes espèces dans le golfe du Saint-Laurent, dont notamment la crevette nordique, qui est une espèce à haute valeur commerciale au Québec. Et plus il grandit, plus son impact va être dominant sur cette espèce-là. Donc on a besoin de quantifier ça, de qualifier aussi quelles sont les autres espèces consommées, tout ça pour avoir une vue d'ensemble sur quelles sont les interactions entre proie et sébaste. Ça serait le fun qu'il y ait une crevette entière, mais eux non, ils sont trop petits. Ça m'étonnerait, mais peut-être que dans celui-là, il n'a pas vomi. Avec le sébaste, il faut souvent être chanceux. Ça nous demande d'avoir un grand nombre d'individus à analyser parce que c'est une espèce qui régurgite vraiment facilement son contenu stomacal. Donc c'est vraiment fréquent chez cette espèce d'avoir des estomacs qui sont juste complètement vides. C'est le fait qu'ils ont une anatomie interne qui ne leur permet pas de s'adapter à des changements rapides quand ils sont remontés avec le chalut de fond. Et du coup, l'une des conséquences de ce qu'on appelle ce barotraumatisme, c'est la régurgitation ou l'évagination de l'estomac. Même là, on est sur la taille vraiment des individus qui mangent principalement de la crevette et aussi du poisson. Puis là, comme on peut voir dans ce reste de contenu stomacal, il y a quelques restes d'individus de proie qui nous renseignent sur le fait que c'est probablement de la crevette. Après, ça va être compliqué de l'identifier à l'espèce. Mais on pourrait faire des analyses plus poussées au microscope. Ouais. Puis avec la patte qu'on a de cette crevette, on peut identifier l'espèce. Puis moi je dirais que c'est une espèce, c'est l'espèce crevette blanche, avec une forme de patte qui est caractéristique à cette espèce de crevette. La crevette blanche, c'est pas l'espèce commerciale dans le golfe du Saint-Laurent, c'est une espèce pélagique qui vit en grand eau. Et puis on observe dans le contenu stomacal des sébastes que c'est une des proies préférées des grands sébastes. Donc toujours, quand on étudie le régime alimentaire d'un poisson, il faut prendre aussi son cycle de vie global. Donc il faut regarder qu'est-ce que mange un sébaste au cours de sa vie. Donc quand il est petit jusqu'à ce qu'il soit grand, parce que comme chez la majorité des organismes, il y a des shifts alimentaires qui se produisent. Et donc on se rend compte que les petits sébastes, les bébés sébastes, qui sont inférieurs à 20 cm, vont principalement consommer du zooplancton. Donc du petit plancton tel que des amphipodes ou des copépodes. Puis en fait, plus il va grandir, plus un sébaste va acquérir des capacités natatoires, il va nager beaucoup plus vite, il va apprendre aussi avec l'apprentissage sur la prédation, il aura une ouverture de bouche plus grande et puis il pourra se déplacer plus loin dans la colonne d'eau. Et ça va lui donner accès en fait à d'autres sources. Et puis plus il grandit, plus il va se tourner vers des espèces du type crevette ou aussi poisson. Et puis donc on observe que le sébaste rendu après 30 cm va consommer majoritairement deux espèces de crevettes, la crevette nordique et la crevette blanche, qui est une espèce un peu moins connue mais qui est très présente dans le golfe du Saint-Laurent. Et on observe aussi un nouveau phénomène, c'est le cannibalisme. Et ça, on l'explique par le fait que les sébastes sont tellement nombreux dans le système que les grands sébastes sont maintenant capables de manger les petits sébastes.
Le moratoire sur la pêche au sébaste est appelé à disparaître au cours des prochaines années. Toutefois, si les stocks de poissons sont au rendez-vous, ce n'est pas nécessairement le cas des consommateurs qui connaissent encore mal le potentiel culinaire de ce poisson à chair blanche. Pour sensibiliser la population et promouvoir les produits de la mer issus de notre territoire, des initiatives telles que Manger notre Saint-Laurent voient le jour. Manger notre Saint-Laurent, ça vient d'une idée folle avec moi et Dany Dumont, qui lui travaille en océanographie, puis moi qui est en santé environnementale. On a réuni nos intérêts pour dire comment est-ce qu'on pourrait partir un projet qui mettrait en valeur les aliments du Saint-Laurent. Donc, je ne suis pas toute seule, mais je fais partie de celles qui ont mis les premières idées sur la table. On s'est réunis toute une équipe autour du même enjeu pour dire comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour, avec différentes actions, valoriser les aliments du Saint-Laurent, mais aussi informer la population québécoise pour qu'ils demandent davantage nos si belles ressources chez nos détaillants. Il y a des belles ressources qui sont très abondantes dans le Saint-Laurent dont la pêche va revenir. C'est par exemple le sébaste. Le sébaste, qui est un poisson méconnu, en fait, parce qu'il y a eu un moratoire sur la pêche, si je me rappelle bien, en 1994. C'est une espèce qui était très pêchée, mais qui n'était pas tant consommée. Elle était surtout utilisée pour faire des farines de poisson, entre autres aux îles de la Madeleine. Donc, le sébaste, qui est un poisson très facile à cuisiner, puis qui n'est pas aussi sensible que la morue à la congélation. Donc, c'est une espèce qui est très abondante dans les fonds marins actuellement, puis pour lesquels il y a progressivement une pêche qui va recommencer. Mais là, les pêcheurs sont inquiets parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de marché pour le sébaste. Donc, il y a tout un marché à ramener au sein des habitudes de vie des Québécois. Puis c'est un poisson qui, à date, n'est pas très dispendieux, beaucoup moins cher que, par exemple, le flétan. Donc, il serait plus accessible aux familles plus démunies. C'est sûr que ça fait partie... Moi, je travaille en santé publique. La sécurité alimentaire, autant que l'autonomie alimentaire, c'est quelque chose qu'on a à cœur. La consommation responsable de nos produits de la mer, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et puis, pour favoriser ça, en fait, il faut en tant que consommateur, être critique par rapport à ce qu'on achète. Et puis, quand on pense à la gestion des pêches dans le Golfe, je pense qu'on peut dire qu'on a quand même beaucoup appris des erreurs du passé, l'effondrement de la morue et d'autres poissons de fond, dont le sébaste. Il y a un bel avenir pour les pêches dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. C'est simplement qu'il y a beaucoup de changements. Donc, on doit bien comprendre notre écosystème qui est présentement en transition, l'étudier d'une façon à ce qu'on ne prenne pas le risque de surpêcher les espèces qui vont avoir une tendance à diminuer, et puis à mieux exploiter les nouvelles espèces qui sont émergentes. L'enjeu est réellement là. Donc, de la biomasse, on va en retrouver malgré les problématiques comme le réchauffement en surface, comme l'hypoxie en profondeur. Il va rester quand même un bel habitat pour les prochaines années pour les poissons et puis les ressources en général. Et puis, il s'agit juste de vraiment saisir l'opportunité, étudier comme il faut, faire nos devoirs, étudier ces nouvelles espèces émergentes et puis se lancer dans des pratiques d'exploitation responsables.